La saison des publications de comptes des boîtes du CAC 40 et européennes démarre, voilà. Et est-ce qu'il faut s'attendre, pardon de poser la question comme ça, est-ce qu'il faut s'attendre à une moisson qui pourrait être un petit peu maussade? Bonjour Eric. Bonjour mon cher David. Eric Lewin, président de L Finance. Je ne veux pas avoir l'air encore une fois de jouer les rabat-joie, mais on a tous été marqués par... alors depuis, il y a eu d'autres, il y a eu Pernod Ricard aujourd'hui et Publicis, mais on a eu les annonces de LVMH, chiffre d'affaires qui baisse au troisième trimestre de 4%, là où le consensus attendait à des ventes en hausse de 2%. Ça fait un gros différentiel. Et tout ça, évidemment, a déçu les investisseurs. Est-ce que c'est le prélude ou pas à peut-être d'autres déceptions à venir? Alors, d'autres déceptions à venir, évidemment oui. Maintenant, est-ce que les réactions seront très négatives sur le cours de bourse? Et c'est là que se pose le vrai problème. Reprenons LVMH si vous voulez hier. C'est vrai qu'LVMH, on attendait plus de % en organique. On a eu un moins 3% en organique, avec même un moins 6 pour la mode et maroquinerie et moins 8% pour vin et spiritueux. Qu'est-ce qui s'est passé sur LVMH hier? Finalement, le titre a dévissé de l'ordre de 4% et remonte aujourd'hui de 1%, comme si les investisseurs se disaient que les mauvaises nouvelles étaient largement intégrées dans les cours de bourse. Je vous rappelle que LVMH, par rapport à son plus haut d'il y a un an de 886 €, a déjà perdu 30%. C'est un peu la même chose ce matin sur Pernod Ricard. Pernod Ricard, que se passe-t-il ce matin? Ils annoncent pour le premier trimestre une décroissance organique supérieure aux attentes. Alors vous allez me dire, on lit ce commentaire et on se dit, oh là là, Pernod Ricard va baisser. Eh bien pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Pernod Ricard est en hausse de 2% actuellement, tout simplement parce que là encore, depuis le début de l'année, Pernod Ricard moins 23%, et que les mauvaises nouvelles, même si elles sont mauvaises, ont l'air d'être anticipées par les investisseurs. Pourquoi je vous dis ça, mon cher David? C'est parce qu'on a vraiment le sentiment que la période sera médiocre. Je vous rappelle qu'on attendait notamment sur le stock 600 une progression de 7% des résultats en juin et qu'on aura à peine 1,5%. Donc ça ne sera pas Byzance. Mais comme ça peut être intégré par les investisseurs, j'ai le sentiment que, sauf si c'est vraiment catastrophique, hier on a eu deux catastrophes. On a eu Eramet, manganèse et nickel, très mauvaise publication, moins 15%, et on a eu Ipsos, grosse déception aux États-Unis, moins 10%. Mais tant qu'on n'a pas ce genre de déceptions qui sont vraiment nettement inférieures aux attentes, même si les déceptions sont mauvaises, c'est pas sûr que le marché s'effondre. Donc le millésime 2024 en matière de résultats pourrait s'annoncer moins porteur que prévu, mais ça reste anticipé pour vous par les marchés. Bah oui, parce qu'on attend quoi? On attend entre moins 2 et plus 2 sur le millésime des boîtes du CAC 40. Alors il faut quand même... En chiffre d'affaires ou en résultat net? En résultat net, ce qu'on appelle sur le CAC 40 en BPA, bénéfice net par action. Okay. On attend, oui, un millésime assez médiocre. Et si vous voulez, j'ai envie de vous dire quand même que quand on regarde par exemple, les valorisations des entreprises, et là je vais raisonner Europe versus États-Unis, aux États-Unis, on est sur un PE de 21. En Europe, on est sur un PE entre 12 et 13. Donc on a le sentiment que beaucoup de mauvaises nouvelles sont intégrées. Je reprends un autre exemple ce matin, Nestlé, qui abaisse ses prévisions de résultats, qui franchement publie sur 9 mois un recul de 2,4% de son chiffre d'affaires, et ben Nestlé était tout à l'heure quasiment flat, parce que les investisseurs se disent Nestlé c'est moins 15% depuis le début de l'année. Est-ce qu'on a envie de vendre Nestlé? Pas vraiment. Donc c'est pour ça que la moisson 2024, elle sera peut-être à oublier, mais en bourse, je suis pas sûr que ça soit un catalyseur extrêmement négatif, sauf véritablement très mauvaise surprise, comme on pourrait avoir dans certains secteurs. Les stars du CAC 40 qui vont publier dans les prochains jours, on va les regarder de près. Il y a qui? Et qu'est-ce qu'on peut en attendre? Alors en fait, il y a trois secteurs qu'on va regarder de très près. Le luxe, après la déception LVMH, en se demandant, si Hermès, qui est positionné sur l'ultra-luxe, aura bien résisté à cette tourmente venue d'Asie. Kering, où on sent très bien que la dominante Gucci, 75% du résultat d'exploitation, fait beaucoup souffrir la société qui vient de changer notamment le management de Gucci. Donc, est-ce qu'il y aura un impact favorable? Est-ce que le chiffre d'affaires sera bon? Donc ça sera vraiment très intéressant Kering. Je vous rappelle Kering quand même, par rapport à son plus haut, a été divisé par 3. On a dans l'automobile beaucoup de choses à attendre. Vous savez qu'en ce moment, c'est un peu la cata pour le secteur. Bon, on a beaucoup parlé de Stellantis, mais on remarque par exemple que beaucoup de constructeurs qui ont misé sur l'électrique s'aperçoivent que finalement c'est pas Byzance électrique, puisque les ventes de voitures électriques sont passées de 15% en Europe l'an dernier à 12,4%, et donc il y a un véritable problème de l'électrique. Donc quelle sera la réaction sur Stellantis et sur Renault? Et puis il y a un autre secteur sur lequel il faudra être très
très vigilants, c'est bien sûr le secteur de l'énergie, du pétrole, parce que dans le cas du pétrole, on s'aperçoit que comme le pétrole a baissé, on a déjà vu hier avec Total que les marges de raffinage ne cessent de baisser, donc c'est un secteur qu'il faudra suivre de très très près. Je vous rappelle juste pour être très précis avec vous, on attend un recul de 12% dans l'automobile, du chiffre d'affaires en moyenne, 20% pour les semi-conducteurs qui pourraient souffrir, comme on l'a vu hier avec ASML, et surtout l'énergie, moins 8%. Donc c'est ces secteurs qui vont subir un contre-coup. Et puis on voit très bien que tout ce qui touche à la Chine sera suivi de près. Je vous rappelle quand même, mon cher David, que la Chine, ça représente 10 à 15% du chiffre d'affaires des boîtes européennes, contre à peine 5% aux États-Unis. Et c'est ce qui explique d'ailleurs peut-être que les multinationales américaines s'en sortent mieux, même si on sait que les résultats à venir ou en cours ont été revus à la baisse aussi aux États-Unis, outre-Atlantique, par les analystes. Mais bon, les boîtes américaines, elles sont moins exposées à la Chine, ça les immunise, ça les aide? Ça les imagine. Alors nous en France, si vous voulez, alors par exemple, je vais segmenter. Alors aux États-Unis, c'est évident qu'elles sont beaucoup moins exposées à la Chine, c'est à peine 5% du chiffre d'affaires. Donc on a vu notamment dans les résultats des bancaires que les résultats sont très bons, mais il faut attendre la tech. En Europe, vous avez l'Italie et l'Espagne où c'est vraiment les secteurs financiers, donc elles sont assez immunisées contre la Chine. C'est pour ça que les valeurs sont en hausse. Les indices IBEX et MIB sont en forte hausse. Je parle de l'indice espagnol et l'indice italien. En France, c'est très compliqué parce qu'on a 30% des pondérations du CAC 40, c'est du luxe. Et le luxe, c'est minimum 20 à 25% sur la Chine. Donc c'est bien évident, quand vous avez du Kering, du Hermès, du LVMH et du L'Oréal qui sont plein feu sur la Chine et que la Chine ralentit fortement, eh bien ça pèse sur les chiffres d'affaires et les résultats de nos entreprises. Donc oui, nous, on est très exposés à la Chine. On est très exposé à la Chine pour le luxe en France, mais également pour l'automobile en Allemagne, et donc c'est pour ça que ça peut être assez compliqué en termes de publication, ce qu'on va voir dans les prochains jours, parce que la Chine, même s'il y a eu un énorme plan de relance, d'abord le plan de relance c'est début octobre, donc on verra pas ça du tout sur le T3. Ensuite, la grande problématique de cette Chine, c'est de se dire, est-ce que ça suffira pour relancer la consommation? Je vous rappelle que la consommation, c'est 40% du PIB chinois, alors que c'est 70% notamment aux États-Unis, et que la Chine a trois gros problèmes. Un énorme problème, la bulle IMO, on en a parlé souvent, c'est puisque construction plus immobilier, c'est 25% du PIB. On a une déflation et puis on a un problème démographique, donc pas sûr que toutes les mesures servent à relancer l'économie chinoise. Et c'est pour ça que le CAC me paraît pour l'instant être contraint, c'est-à-dire dans un feuilleton plutôt positif quand même pour moi, mais je suis pas sûr qu'on regarde quand même les 10-15% qui nous manquent d'ici la fin de l'année. 10-15%, vous avez raison, l'écart qu'il y a 10% entre le CAC 40 et l'Eurostoxx 50, 15% vis-à-vis du DAX. Voilà, là où je veux en venir, on se quitte là-dessus, Eric, c'est que les valorisations des différents marchés boursiers ne sont pas les mêmes. On a le DAX et Wall Street qui sont proches de leur plus haut historique. Le CAC 40 fait 0 depuis le début de l'année. L'impact d'une saison de résultats maussade ne sera pas la même, que ce soit sur le CAC 40 ou sur le DAX et le S&P 500. Écoutez, moi, si je devais jouer un marché, je serais plutôt vendeur DAX et acheteur CAC, dans la mesure où le DAX, j'attends avec impatience. Ouais, c'est pas que je suis contrariant, mais franchement, quand on aura la chimie, quand on aura l'automobile en Allemagne, je pense qu'on aura vraiment de très très mauvaises surprises. Alors que franchement, sur la France, je le répète encore une fois, on le voit, je suis pas sûr que les déceptions soient extrêmement importantes. Et regardez par exemple le DAX, pour terminer là-dessus. Hier, Adidas publie pour la 3e fois un relèvement de sa prévision de croissance. Alors vous allez me dire, mais c'est extraordinaire. Que se passe-t-il sur le titre? Moins 6% hier en clôture sur Adidas. Pourquoi? Parce que Adidas était en hausse de 25% depuis le début de l'année et commence à avoir des ratios de valorisation extrêmement chers. Et donc on s'inquiète plus pour Wall Street que pour le CAC 40 quelque part. Je m'inquiète plus pour le DAX que pour le CAC. Et sur Wall Street, je dis que comme ça vaut 21 fois les bénéfices, aux États-Unis, il n'y a pas la moindre droit à l'erreur, alors qu'en Europe, on peut se permettre, regardez LVMH, franchement, David, et je finirai là-dessus. Est-ce que vous pensez que si hier, je vous avais dit qu'il y aurait une décroissance organique de moins 3% sur LVMH, vous m'auriez dit l'action perd simplement 4% en clôture, on aurait pensé à des moins 10, des moins 15. Or, finalement, ça a très très bien tenu. Donc, moi, j'ai le sentiment que, sauf surprise dramatique, mauvaise surprise, il n'y a pas de raison que le CAC 40, en raison des résultats, s'effondre pour le moment. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Eric Lewin, président de EL Finance. Merci Eric. Salut David, merci. Salut.